Ne signez pas ça, murmura la femme de ménage du millionnaire, et ce qu'elle fit surprit tout le monde. Avant de commencer, merci de nous indiquer dans les commentaires d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Bonne lecture. Jacques Leclerc était sur le point de signer le contrat le plus important de toute sa carrière. Avec cette signature, la fusion de son entreprise avec la puissante corporation Bordeaux serait scellée, un accord qui promettait d'élever sa société à un niveau inédit. Des milliards étaient en jeu et il tenait le stylo à quelques centimètres du papier lorsque la porte de la salle de réunion s'ouvrit soudainement. Entrait Sophie Martin, l'une des employées de ménage, poussant son chariot avec discrétion. « Pardon, je vais juste vider la corbeille rapidement », murmura-t-elle avec respect. Personne ne sembla y prêter attention. Tous étaient trop excités, presque en train de célébrer par avance. Sophie s'approcha de la poubelle près de la chaise de Jacques, feignant d'ajuster le sac, mais en réalité, elle se pencha vers lui et, de la voix la plus basse possible, murmura « Ne signez pas, c'est un piège !» Jacques se figea. Le stylo glissa de ses doigts et tomba doucement sur la table en bois. « Quoi » chuchota-t-il incrédule, sans à peine bouger les lèvres. Sophie se redressa lentement, le regarda avec gravité pendant un bref instant, puis détourna les yeux comme si de rien n'était. Elle prit la corbeille, la posa sur le chariot et commença à s'éloigner vers la porte. Mais Jacques ne pouvait s'empêcher de l'observer, le cœur battant fort dans sa poitrine. Son associé de longue date, Philippe Dubois, le regarda avec un sourire étrange. « Tout va bien, Jacques » demanda-t-il d'un ton trop léger. « Prêt à signer » ajouta Antoine, l'un des représentants de Bordeaux assis de l'autre côté de la table. Jacques déglutit. Le contrat était toujours là, intact. Le dossier ouvert montrait les détails de la fusion qu'ils avaient examinée pendant des semaines. Il regarda Philippe, puis Antoine, et enfin la porte par laquelle Sophie était sur le point de sortir. Tout semblait tourner autour de lui. « J'ai besoin de 5 minutes, dit-il soudain en se levant. 5 minutes » Philippe essaya de paraître détendu, mais ses yeux se plissaient avec suspicion. « Est-ce que tout est en ordre ?»« Je dois m'occuper de quelque chose, » répondit Jacques en se dirigeant vers la sortie. « Jacques, nous sommes tous ici, il n'y a plus rien à vérifier. » La voix d'Antoine sonnait de plus en plus irritée. « 5 minutes, » répéta Jacques avec fermeté. Il n'attendit pas d'autres objections et sortit de la salle en fermant la porte derrière lui. Il marcha rapidement dans le couloir jusqu'à rattraper Sophie, qui n'avait avancé que de quelques mètres avec son chariot. « Vous, » dit Jacques en la pointant fermement, « venez avec moi tout de suite. » Sophie hésita un instant surprise, mais finit par hocher la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à une petite salle de pause. Jacques entra le premier, elle le suivit et il ferma la porte avec décision. « Expliquez-vous immédiatement, » dit-il les bras croisés et le regard fixé sur elle. « Et convainquez-moi que vous n'êtes pas folle de m'avoir interrompu de cette façon. » Sophie tenait encore un sac poubelle dans une main. « Je sais que cela semble étrange, mais j'ai entendu des conversations que personne d'autre n'a entendues. Ils veulent vous tromper ?» « Qui » demanda Jacques de plus en plus sérieux. « Bordeaux et votre associé Philippe, » répondit-elle d'une voix tremblante, bien qu'elle se raffermisse aussitôt. « Ils utilisent le contrat pour transférer des dettes cachées et couler votre entreprise. Si vous signez, vous perdrez tout. » Jacques l'observa fixement pendant des secondes qui parurent éternelles. Une partie de lui voulait rire, mais une autre sentait un frisson lui parcourir le dos. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il d'une voix grave. « Sophie. Combien de temps travaillez-vous ici » 7 mois, autour de nuit. Bien, Sophie, je vous le dis clairement, si c'est un mensonge, une théorie du complot ou un truc pour attirer l'attention, vous êtes licenciée sur le champ. Sophie se mordit la lèvre, mais ne détourna pas le regard. Je comprends, et j'accepte les conséquences, mais si je me tais et que vous perdez tout, je ne me le pardonnerai jamais. Jacques tourna le visage et regarda son reflet dans la paroi vitrée. Depuis les hauteurs du bâtiment, on voyait Paris en mouvement, mais pour lui, tout semblait s'arrêter. Cette femme n'avait rien à gagner et tout à perdre, et pourtant elle était là à risquer. « Avez-vous des preuves » demanda-t-il sans la regarder. « Oui, photos, enregistrements, documents, je peux vous les montrer. »« Ce soir, à 7 heures, ici même, » dit-il en indiquant l'endroit. « Apportez tout. Si vous ne me convainquez pas, ce sera votre dernier jour dans l'entreprise. » Sophie hocha la tête. Jacques attendit qu'elle sorte avant d'appuyer son front contre le mur froid. Le contrat attendait toujours sa signature, mais pour la première fois de sa carrière, il doutait. Quand il revint dans la salle de réunion, le silence fut total. Tous le regardèrent lorsqu'il poussa la porte. Philippe parlait à voix basse avec Antoine, mais se redressa aussitôt. « Tu as réglé ce que tu avais » demanda Philippe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui » répondit Jacques en avançant vers la table sans s'asseoir encore. Il regarda le contrat puis les présents. « En fait, je crois que je dois revoir certaines clauses une dernière fois. »
Revoir? Antoine fronça les sourcils. Monsieur Leclerc, nous avons passé des semaines à examiner chaque détail de ce document. Précisément pour cela, je veux y jeter un dernier coup d'œil, répliqua Jacques en fermant le dossier avec force. Reportons à demain. La tension était palpable. Philippe se leva lentement en appuyant les poings sur la table. Jacques, cela n'a pas de sens. Nous perdons un temps précieux. Bordeaux a d'autres intéressés, tu le sais. Alors qu'il s'en occupe, répondit-il froidement. Une nuit ne changera rien. Si, cela changera, intervint Antoine en frappant la table de la main. Le marché est instable, les actions sont hautes, c'est maintenant ou jamais. Jacques l'observa calmement. Cette pression était trop suspecte. La décision est mienne, dit-il d'une voix ferme. Il rangea le contrat dans sa mallette. À demain. Et il sortit de la salle, laissant derrière lui une atmosphère chargée de colère et de frustration. À 7 heures précises, Jacques revint dans la petite salle de pause. Sophie l'attendait déjà assise sur une chaise avec un petit sac à dos sur les genoux. Elle se leva en le voyant entrer. « Merci d'être venu, dit-elle, cette fois avec plus d'assurance. « Montrez-moi ce que vous avez, demanda Jacques en s'asseyant en face d'elle. Sophie ouvrit son sac et sortit son téléphone. Ses mains tremblaient tandis qu'elle faisait défiler photos et documents sur l'écran. Tout a commencé il y a 4 semaines, expliqua-t-elle. Je nettoyais le bureau de Philippe quand j'ai entendu des voix dans la pièce adjacente. Elle s'arrêta un instant en respirant profondément. J'ai reconnu sa voix et celle d'une femme. Quelle femme? Demanda Jacques en se penchant en avant. Isabelle Moreau, répondit-elle sérieusement. Grande, blonde, toujours vêtue de vêtements coûteux. Sophie lui montra une photo prise en cachette à travers une fente de la porte. Jacques sentit un frisson le traverser. Isabelle Moreau, son ex-petite amie. Jacques pouvait à peine y croire. Isabelle Moreau, la femme avec qui il avait été un couple pendant 3 ans et qu'il avait quitté en disant qu'ils étaient trop différents, était impliquée dans un plan pour le détruire. Comment est-elle impliquée là-dedans? Demanda-t-il d'une voix basse, presque avec un nœud à la gorge. Elle et Philippe sont ensemble maintenant, répondit Sophie en passant à l'image suivante. Et ils complotent contre vous? Sophie fit glisser l'écran et lança un enregistrement audio depuis son portable. Bien que la qualité ne soit pas parfaite, les voix étaient claires. Dès qu'il signe, nous aurons le contrôle total des actifs. Es-tu sûr que Jacques ne soupçonne rien? Il a toujours été trop naïf pour voir quand on le trahit. Il l'a été avec moi et il le sera maintenant. Et s'il le découvre, il ne le fera pas, il fait trop confiance. Dans 48 heures, l'entreprise sera à nous. Le sang de Jacques se glaça. La voix de Philippe était inimitable. Et le rire d'Isabelle, qu'il trouvait autrefois charmant, sonnait maintenant venimeux. « Avez-vous plus de preuves » demanda-t-il d'une voix filante. « Oui » répondit Sophie en passant à d'autres photos et captures d'écran. « Regardez, ici, des transferts bancaires vers des comptes inconnus. Et ces clauses pointa-t-elle une section d'un contrat photographié. Dans la version que vous avez examinée, il est dit que vous conservez 65% du contrôle, mais dans la réelle, vous n'aurez que 15%. Jacques lui arracha le téléphone pour regarder de ses propres yeux. Ça, c'est de la fraude, un délit. Et ce n'est pas tout, ajouta Sophie en passant à une autre photo. Regardez ce transfert, 16 millions d'euros que Bordeaux a envoyé la semaine dernière sur le compte personnel de Philippe Dubois. Jacques se leva d'un bond et marcha vers la fenêtre. Du 32e étage, Paris brillait de nuit, mais pour lui, tout était sombre. « Pourquoi » murmura-t-il, plus pour lui-même. « Philippe a été mon meilleur ami pendant 16 ans. Nous avons étudié ensemble, bâti l'entreprise de zéro. » « Parfois, les gens changent quand il y a trop d'argent en jeu, » répondit Sophie doucement. « Ou peut-être l'ont-ils toujours été et qu'on ne voulait pas le voir. » Jacques la regarda encore en essayant de tout assimiler. « Et pourquoi me le dites-vous? Vous pourriez perdre votre emploi. » Sophie hésita un moment avant de répondre. « Parce que c'est juste. Je ne peux pas rester silencieuse et regarder comment ils vous détruisent. » Jacques l'étudia. Il savait qu'il y avait plus derrière ces mots, mais Sophie ne semblait pas prête à le raconter. « J'ai besoin de plus de preuves, dit-il enfin. Je dois être complètement sûr. Je peux les obtenir, mais ce sera risqué. Alors soyez prudente, avertit Jacques d'une voix ferme, mais le regard inquiet. Si c'est vrai, si Philippe me trahit vraiment. Il n'ait pu finir la phrase. Nous le découvrirons, assura Sophie avec détermination. Quand elle partit, Jacques resta seul à regarder la ville par la fenêtre. Pour la première fois en 16 ans, il doutait de son associé et ami, et ce doute le rongeait profondément. Le lendemain, il arriva au bureau plus tôt que jamais. Il avait passé la nuit blanche à penser aux preuves que Sophie lui avait montrées.
Les images des contrats falsifiés et des transferts illégaux se répétaient dans son esprit comme un écho insupportable. Il alla directement au département des ressources humaines. « J'ai besoin du dossier de Sophie Martin », demanda-t-il à Marie Laurent, la responsable du service. Elle arqua les sourcils surprise. « Celle du ménage? Quelque chose s'est passé ?»« Juste une vérification de routine », mentit Jacques en essayant de sonner décontracté. Marie lui tendit un dossier mince. Jacques l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Sophie Martin, 29 ans, diplômée en administration des affaires de l'université Sorbonne avec spécialisation en finance corporative. Expérience précédente en conseil chez McKinsey et compagnie. Incroyable, murmura Jacques stupéfait. Pardon ? Demanda Marie en se penchant pour voir ce qu'il lisait. Rien, merci, répondit-il en fermant le dossier d'un coup et en le rendant. Il sortit des ressources humaines avec l'esprit en tourbillon. Comment quelqu'un avec un tel curriculum pouvait travailler comme employé de ménage ? Pendant le déjeuner, il chercha Sophie dans les couloirs. Il la trouva au 13e étage en train de nettoyer les vitres d'une petite salle de réunion. « Sophie » appela-t-il en s'approchant. Elle se tourna surprise de le voir là. « Quelque chose s'est passé ? Vous avez découvert plus sur Philippe ?»« En fait, j'ai découvert quelque chose sur vous, » dit Jacques en croisant les bras. « Université Sorbonne, McKinsey et compagnie, finance corporative. » Le visage de Sophie pâlit. Le chiffon qu'elle tenait tomba au sol. « Vous avez vérifié mon dossier. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous êtes vraiment ?» Sophie regarda autour pour s'assurer qu'ils étaient seuls avant de répondre avec amertume « Parce que ça n'importe pas. Peu importe combien de diplômes j'ai ou dans quelle entreprise j'ai travaillé. Pour tous ici, je suis juste la dame de ménage. Mais c'est impressionnant. Comment avez-vous fini ici ? Vous voulez la vérité ? » Elle l'interrompit. « J'ai travaillé là-bas 3 ans. J'étais bonne, très bonne, mais quand venaient les promotions, il y avait toujours une raison pour que je n'avance pas. » Jacques l'écoutait attentivement, notant la blessure dans ses mots. Un jour, on disait que je manquais d'expérience, un autre que mon style de communication ne collait pas à la culture de l'entreprise. En d'autres termes, j'étais trop compétente pour mon poste, mais je ne rentrais pas dans leur moule pour un rôle de leadership. « C'est de la discrimination, » murmura Jacques. « Vous auriez pu porter plainte. » « Avec quel argent ?» répliqua-t-elle en soulevant le seau d'eau. « Et qui aurait-il cru? Une femme d'origine latine ou une firme de la taille de McKinsey ?» Jacques resta silencieux en digérant l'injustice. « Et votre famille? Je me souviens que vous avez mentionné une sœur. »« Emma a 24 ans, » répondit Sophie d'une voix basse. « Elle est née avec un problème congénital au cœur. Elle a besoin d'une chirurgie qui coûte 220 000 €. » Elle s'arrêta un instant en déglutissant. « Quand ils m'ont forcé à démissionner, j'ai dû accepter n'importe quel boulot. Celui-ci offre au moins une assurance santé qui couvre une partie des médicaments et l'opération future. » Jacques sentit un nœud aux poitrines. Il avait devant lui une femme brillante, formée dans l'une des meilleures universités, avec expérience dans une firme internationale, travaillant comme employée de ménage seulement pour sauver sa sœur. Sophie n'avait pas idée. « Eh bien maintenant vous savez, » répondit-elle en reprenant le nettoyage des vitres. « C'est pour cela que vous avez reconnu les irrégularités dans les contrats si vite, » conclut Jacques. « Vous avez passé des années à analyser de tels documents. » Exactement, elle hocha la tête. Et c'est pour cela que je vous ai averti. Seulement pour cela. Sophie le regarda droit dans les yeux avant de répondre. Aussi parce que vous êtes différent des autres cadres. Je les ai observés pendant des mois. Vous traitez tout le monde avec respect, peu importe le poste. Quand j'ai vu qu'ils prévoyaient de vous détruire de la même manière qu'ils ont détruit ma carrière, je n'ai pas pu me taire. Jacques soutint son regard pendant plusieurs secondes. Sophie Martin n'était pas juste une femme de ménage qui avait entendu quelque chose par accident. C'était une professionnelle de haut niveau qui avait détecté une fraude corporative et avait risqué de l'avertir. « Sophie, quand tout cela sera fini ?» La voix de Philippe résonna dans le couloir l'interrompant. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il avec curiosité, jetant un œil suspicieux à Sophie. « Je vérifiais juste comment avance le nettoyage » répondit Jacques rapidement. « Vous savez que je suis très pointilleux. » Philippe la regarda avec suspicion. « Depuis quand t'occupes-tu personnellement de ça ?»« Depuis que j'ai décidé de prêter plus attention » répliqua Jacques avec un sourire forcé. « Tu as déjà reporté la réunion avec Bordeaux pour cet après-midi ?»« Oui, à 15 heures » répondit Philippe sans cesser d'observer Sophie. « Parfait, » dit Jacques. « Allons déjeuner. Je veux repasser sur certains ajustements du contrat. » En marchant vers l'ascenseur, Jacques nota le dernier regard méfiant que Philippe lança à Sophie. Sophie finissait de nettoyer la salle de bain exécutive du 16e étage quand elle entendit des pas dans le couloir. Il était presque 17 heures et la plupart des employés étaient partis. Elle resta immobile, intriguée et tendit l'oreille.
Elle reconnut immédiatement la voix grave de Philippe Dubois. « Je suis sûr que c'était elle », disait-il à voix basse. Une femme répondit d'un ton tranchant qui glaça le sang de Sophie. « C'était Isabelle Moreau, la même que tu as vue parlant hier avec Jacques. » « Exactement. En fouillant un peu, j'ai découvert qui est Sophie Martin, 29 ans, ex-consultante chez McKinsey, trop intelligente pour son propre bien. » Sophie se plaqua contre le mur, retenant son souffle. « Tu crois qu'elle a entendu ce qu'on discutait la semaine dernière » demanda Isabelle inquiète. « J'en suis sûr, j'ai vérifié les caméras de sécurité. Elle nettoyait mon bureau exactement quand on bouclait les derniers détails. Et aujourd'hui, Jacques s'est comporté différemment. Il a annulé la signature, posé des questions gênantes. Quelque chose a changé. »« Merde !» soupira Isabelle. « Si Jacques découvre les transferts, nous sommes fichus. » « Calme-toi » apaisa Philippe. « Il ne découvrira rien si on se débarrasse de la source du problème. » Sophie couvrit sa bouche des deux mains pour ne pas laisser échapper un gémissement. « Comment comptes-tu faire » demanda Isabelle. « De la manière la plus humiliante possible. On l'accusera de vol devant tout le monde. Personne ne croira une femme de ménage licenciée. Et si Jacques essaie de la défendre, je le ridiculiserai. Et s'il insiste ? Il ne le fera pas. Jacques est prévisible. C'est mon ami depuis 16 ans. Je sais comment le manipuler. » Tous deux rirent avec complicité. Sophie ferma les yeux avec des larmes contenues. Elle avait risqué pour le sauver, et maintenant il prévoyait de la détruire. « Quand » demanda Isabelle. « Tout de suite. Je convoque tout le personnel à l'auditorium sous prétexte d'une réunion de sécurité. » Les pas s'éloignèrent. Sophie resta cachée quelques minutes de plus avec le cœur affolé. Elle pensa à sa sœur Emma. Si on la licenciait pour vol, elle perdrait non seulement le salaire, mais aussi l'assurance santé couvrant les traitements. Le haut-parleur du bâtiment s'alluma soudain. Tout le personnel est prié de se rendre à l'auditorium principal pour une réunion urgente de sécurité. Sophie respira profondément, ajusta son uniforme et sortit de la salle de bain. Elle n'allait pas leur donner le plaisir de la voir trembler. L'auditorium était rempli d'employés murmurant, étonnés par la réunion soudaine. Jacques était assis au premier rang avec les cadres, visiblement confus. Quand leurs yeux se croisèrent, elle nota le doute sur son visage. Philippe monta sur scène avec un dossier en main et une expression solennelle. « Merci d'être venu si vite », commença-t-il. « Malheureusement, je dois parler d'une affaire grave qui menace la sécurité de notre entreprise. » Un murmure parcourut la salle. « Hier, nous avons découvert que des photos de documents confidentiels ont été prises dans les bureaux exécutifs, continua-t-il. Sophie sentit un frisson. « Après une enquête interne, nous avons identifié la responsable, dit Philippe, en la regardant droit dans les yeux. Sophie Martin, de l'équipe de ménage, veuillez avancer au devant. » Tous se tournèrent, certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec méfiance. Sophie respira profondément et marcha vers la scène la tête haute. « Mademoiselle Martin, poursuivit Philippe d'une voix froide, dans votre téléphone, nous avons trouvé des images de documents confidentiels. Comment l'expliquez-vous » Sophie regarda Jacques, son visage montrait surprise et confusion. Elle perçut qu'il luttait intérieurement. « Je » commença-t-elle, mais Philippe l'interrompit. De plus, ajouta-t-il en levant plusieurs photos imprimées, les caméras vous ont enregistré entrant dans les bureaux en dehors de vos horaires de nettoyage. Il passa les photos au premier rang. Jacques en prit une et son expression changea en quelque chose ressemblant à la déception. Le vol d'informations est un délit fédéral, continua Philippe en haussant la voix. Mais vu que votre dossier était propre jusqu'à présent, nous avons décidé de limiter cela à un licenciement immédiat pour cause justifiée, sans impliquer les autorités. « Ce n'est pas juste !» s'exclama Sophie en élevant enfin la voix. « Je n'essayais que de protéger. » « Protéger quoi ? Votre propre intérêt !» l'interrompit Isabelle qui se tenait maintenant debout parmi le public. Elle prévoyait de vendre les informations à la concurrence. « Non !» cria Sophie. « Je voulais protéger Monsieur Leclerc d'une trahison. » « Assez !» tonna Philippe en frappant le pupitre. « Je ne permettrai pas qu'une employée malhonnête salisse le nom de cette entreprise. Sécurité ! Accompagnez-la dehors !» Deux gardes avancèrent vers elle. Sophie regarda Jacques avec désespoir. « Jacques, vous savez que je dis la vérité, j'ai donné les preuves. » Pendant un moment, il sembla que Jacques se lèverait pour la défendre. Il se leva lentement et le cœur de Sophie bondit. Mais il baissa les yeux et murmura d'une voix éteinte. « Désolée, Sophie, les preuves contre vous sont claires. » Ce fut comme si on lui arrachait l'âme. « Jacques, s'il vous plaît !» parvint-elle à dire, mais les gardes la tenaient déjà par les bras. Sophie se dégagea avec dignité.
Puis-je marcher seule, dit-elle fermement, même si les larmes coulaient sur son visage. Quand elle était sur le point de sortir de l'auditorium, elle se tourna vers Jacques et parla fort pour que tous entendent. Quand vous découvrirez la vérité, rappelez-vous ceci. Vous aviez la chance de faire ce qui est juste et vous avez choisi de ne pas le faire. Le silence fut sépulcral. Jacques ferma les yeux comme si ces mots étaient des coups. Sophie sortit escortée sous les regards de dizaines de collègues. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec soulagement que ce ne soit pas eux. À l'entrée, un garde plus âgé lui remit une boîte avec ses quelques affaires. « Désolé, mademoiselle Martin, dit-il à voix basse, ce sont les ordres. » Elle hocha la tête, prit la boîte et marcha vers la rue. Chaque pas pesait comme du plomb. Elle avait perdu son emploi, sa réputation et, pire encore, l'assurance qui maintenait sa sœur en vie. Pendant ce temps, dans l'auditorium, Philippe s'approcha de Jacques et lui tapa sur l'épaule. « Je sais que c'est dur, mon ami. Elle semblait une bonne employée, mais parfois les gens nous déçoivent. » Jacques le regarda en cherchant un signe de fausseté, mais Philippe feignait une réelle préoccupation. « Les preuves étaient claires, murmura Jacques, plus pour se convaincre lui-même que les autres. »« Exactement, hocha Philippe. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la fusion. » Jacques hocha lentement, mais au fond quelque chose ne collait pas. La désespérance dans la voix de Sophie résonnait encore dans sa tête. Quand tous partirent, Jacques resta seul dans la salle, tourmenté par le sentiment d'avoir commis la plus grande erreur de sa vie. Faisons un jeu pour ceux qui lisent les commentaires. Écrivez le mot « pâte » dans la section commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Continuons l'histoire. Cette nuit-là, Jacques ne put fermer l'œil. L'image de Sophie escortée hors du bâtiment le hantait encore et encore. Il se rappelait le désespoir dans sa voix, la supplication dans ses yeux et le fait qu'il était resté silencieux. À 3 heures du matin, il se leva d'un bond. Il ne pouvait plus douter. Il s'habilla en hâte et conduisit jusqu'au siège de son entreprise au cœur de Paris. Le bâtiment était dans la pénombre, seuls les gardes de sécurité patrouillaient les couloirs. Jacques passa directement avec sa carte d'accès et monta à l'étage exécutif. Il entra dans son bureau, alluma l'ordinateur et commença à examiner tous les documents liés à la fusion. Quelque chose ne cadre pas, et il devait le trouver. Les contrats semblaient en ordre, du moins en surface, mais il se souvenait que Sophie avait mentionné des clauses cachées et des versions différentes. Il passa des heures à relire ligne par ligne, jusqu'à ce que, à la page 48, il trouve une référence à un annexe qu'il n'avait jamais vu. Annexe B. Distribution des actifs post-fusion. Il chercha dans les dossiers numériques, mais rien. Intrigué, il accéda aux fichiers les plus restreints de la société, auxquels seuls quelques exécutifs avaient accès. Après avoir entré sa clé de directeur général, il découvrit un dossier crypté intitulé « Projection ». Là était l'annexe B. Jacques l'ouvrit et sentit son sang se glacer. Le document stipulait qu'après la fusion, 85% des actifs de l'entreprise passeraient à une société nommée Parisienne International Holdings. Il n'en avait jamais entendu parler. Il enquêta plus profondément et découvrit que cette entreprise était enregistrée aux îles Caïmans et les actionnaires principaux étaient Philippe Dubois et Isabelle Moreau. « Impossible », murmura Jacques en relisant le document encore et encore pour s'assurer qu'il ne hallucinait pas. Le plan était ingénieux et impitoyable. Il le ferait signer en croyant qu'il gardait le contrôle majoritaire alors qu'en réalité, il cédait presque tout à une société fantôme contrôlée par son meilleur ami et son ex-petit ami. Tremblant, il imprima le document et continua l'enquête. Il entra dans les comptes bancaires de l'entreprise avec son accès de directeur. Ce qu'il trouva confirma le pire. Au cours des 2 derniers mois, des transferts de plus de 25 millions d'euros avaient été effectués sous le concept « préparation de fusion ». L'argent allait supposément à Bordeaux Corporation, mais les comptes destinataires ne correspondaient pas aux officiels. Il suivit la piste et découvrit que les fonds avaient atterri sur un compte personnel au nom de Philippe Dubois. « 16 ans d'amitié », murmura Jacques sentant sa poitrine se serrer. Ce n'était pas seulement une trahison d'affaires, c'était une tromperie personnelle profonde de quelqu'un en qui il avait confié toute sa vie adulte. Il fouilla plus loin. Il trouva des emails entre Philippe et de supposés exécutifs de Bordeaux auxquels il n'avait jamais été copié. Les messages révélaient que la fusion n'était qu'un déguisement pour une prise hostile. Bordeaux n'était même pas une corporation active, juste une façade pour la fraude. Dans un des emails daté de 4 semaines, Philippe écrivait « Avec 16 ans d'amitié de mon côté, Jacques ne soupçonnera jamais rien.
Quand il signera, nous aurons tout le contrôle et pourrons disparaître avant qu'il ne s'en rende compte. Jacques dut s'éloigner de l'écran. Il sentait la nausée. Philippe avait été son meilleur ami, son frère de vie, et Isabelle, la femme qu'il avait aimée, le méprisait assez pour le couler avec lui. Ce n'était pas tout. Le serveur gardait aussi des appels téléphoniques enregistrés automatiquement par le système de sécurité de la société. Il en joua un de 2 semaines auparavant. « Es-tu sûr que Jacques ne soupçonne rien » demandait Isabelle. « Je le connais bien » répondait Philippe. « Il est trop confiant. Il n'imagine jamais que je le trahirai. » Et s'il le découvre? Si ça arrive, on utilise les documents falsifiés. On l'accusera lui de fraude. Avec ma parole contre la sienne et tes contacts dans la presse, tout sera en notre faveur. Tu le hais tant. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'ambition. Jacques s'effondra sur la chaise, l'âme en morceaux. Il se rappelait Philippe comme témoin principal à son mariage. Il se rappelait les larmes partagées quand sa mère était morte. Il se rappelait tous les sacrifices qu'ils avaient faits ensemble pour bâtir l'entreprise de zéro. Tout avait été une façade. L'aube le surprit encore devant l'ordinateur, entouré de documents imprimés et d'enregistrements sauvegardés sur une clé USB. Il avait assez de preuves pour les envoyer directement en prison, mais aussi un poids énorme sur la conscience. Sophie avait essayé de le sauver et il était resté muet quand elle en avait le plus besoin. Il se rappelait ces mots dans l'auditorium. « Vous aviez la chance de faire ce qui est juste et vous avez choisi de ne pas le faire. » Elle avait raison. Avec un mélange de détermination et de remords, Jacques copia tous les fichiers dans plusieurs emails et se les envoya depuis différents comptes. Il rangea la clé dans sa poche et éteignit l'ordinateur. Il savait que le temps pressait. À peine sorti du bâtiment, son téléphone sonna. C'était Philippe. « Jacques, heureux que tu répondes. » Sa voix sonnait étrangement calme. « Je n'ai pas pu dormir après hier soir. Je sais que l'affaire de la femme de ménage t'a affecté. » Jacques respira profondément en essayant de sonner normal. « Je vais bien, c'était dur, mais tu avais raison, l'épreuve était claire. Je suis content que tu comprennes. » Philippe baissa la voix. « Prêt pour aujourd'hui, c'est notre grand moment. »« Oui, à 9 heures. » « Exact. Et souviens-toi, Jacques, quoi qu'il arrive dans les affaires, notre amitié est ce qui compte le plus. » Jacques ferma les yeux avec rage contenue. Ces mots hypocrites lui donnaient la nausée. « Bien sûr, Philippe, » répondit-il tendu, « pour moi aussi. » Il raccrocha et resta à regarder l'aube sur Paris. Il savait ce qu'il devait faire, sauver son entreprise, laver le nom de Sophie et affronter les 2 traîtres. Mais d'abord, il devait la trouver. Après tout ce qu'elle avait risqué, le moins qu'il pouvait faire était de s'excuser. En utilisant les registres des ressources humaines, Jacques localisa son adresse dans un quartier modeste au sud de la ville. Il conduisit jusque-là et s'arrêta devant un bâtiment usé de 4 étages, avec peinture équayée et fenêtres rafistolées avec du scotch. Il monta les escaliers jusqu'au 3e étage et frappa à la porte du 3B. Des pas lents se firent entendre à l'intérieur. La porte s'ouvrit à peine avec la chaîne mise. Sophie passa la tête avec les yeux rougis d'avoir pleuré toute la nuit. « Que voulez-vous » demanda-t-elle froidement. « Sophie, s'il vous plaît, je dois vous parler. J'ai découvert la vérité sur Philippe et Isabelle. » Elle éclata d'un rire amer. « Seulement maintenant vous vous en rendez compte? Comme c'est pratique, après m'avoir laissé ridicule devant tous. »« Laissez-moi expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » coupa-t-elle en essayant de fermer la porte. Jacques posa la main contre le bois. « Attendez, vous aviez raison. J'ai trouvé les preuves, le contrat, les transferts, la société fantôme, tout. » Sophie le regarda un instant en hésitant. « Et que voulez-vous que j'en fasse? J'ai déjà tout perdu, mon emploi, ma réputation et le pire, l'assurance qui maintient ma sœur. » Une voix faible sonna de l'intérieur. « Sophie, qui est-ce » Elle soupira. « C'est ma sœur Emma, elle est malade. »« 5 minutes, supplia Jacques. Je veux juste m'excuser vraiment. » Sophie resta silencieuse quelques secondes. Finalement, elle enleva la chaîne et ouvrit la porte. L'appartement était petit mais ordonné. Au mur, des photos familiales, et sur le canapé reposait une jeune femme d'environ 24 ans, très ressemblante à Sophie, mais pâle et fragile. « C'est Jacques Leclerc, » dit Sophie. « Emma, c'était mon patron. »« Enchanté, » murmura-t-elle avec un faible sourire. Jacques sentit un nœud à la gorge. Cette jeune fille était la raison pour laquelle Sophie endurait les humiliations en travaillant comme femme de ménage. Emma s'installa lentement sur le canapé avec effort. Pourtant, elle essaya de sourire aimablement. « Sophie parle beaucoup de vous, dit-elle à voix basse. Elle dit que vous n'êtes pas comme les autres patrons, que vous traitez tous avec respect. » Sophie se tortilla mal à l'aise et détourne le regard comme si elle voulait que sa sœur cesse de parler.
Jacques, en revanche, sentit que ces mots le frappaient à la poitrine. Si elle pensait cela de lui, comment avait-il pu rester silencieux à l'auditorium? « Emma, tu devrais te reposer, intervint Sophie doucement. « Je vais bien, juste un peu fatiguée, répondit sa sœur, avant de se lever lentement. « C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur Leclerc. S'il vous plaît, appelez-moi Jacques, dit-il en inclinant la tête avec respect. Emma sourit et disparut dans le couloir. Le silence entre eux devint pesant. Sophie le regarda avec un mélange de colère et de tristesse. « Vous voyez, dit-elle enfin, elle dépend de l'assurance de l'entreprise. En me renvoyant, Philippe n'a pas seulement détruit mon nom, il a aussi mis sa vie en danger. » « Sophie, quel type de chirurgie a-t-elle besoin » demanda Jacques avec prudence. Elle hésita mais répondit « Un remplacement de valve cardiaque. Les médecins disent que sans cela, elle pourrait avoir 5 mois à vivre. L'opération coûte 220 000 €. L'assurance couvrait 65%. J'essayais d'économiser le reste avec des jobs extras, mais maintenant je n'ai plus rien. » Jacques sentit un poids insupportable à la poitrine. « Je peux payer cette opération. » Sophie se leva immédiatement indignée. « Non, je n'accepterai pas votre charité. »« Ce n'est pas de la charité, » répliqua Jacques fermement. « C'est ma responsabilité. J'ai failli, Sophie. Je suis resté silencieux quand j'aurais dû vous défendre. »« Ne vous l'aurez pas, » répondit-elle d'une voix brisée. « Ce n'est pas que vous êtes resté silencieux. Vous m'avez trahi. Vous saviez qui j'étais. Je savais que j'essayais de vous aider, et pourtant vous m'avez laissé seul face à tous. » Jacques passa une main dans ses cheveux désespérés. « Vous avez raison. J'ai été un lâche. J'ai hésité entre mon meilleur ami de toute la vie et une femme que je connaissais à peine et j'ai mal choisi. Mais maintenant je connais la vérité. Philippe et Isabelle m'ont trompé pendant des années et sans vous, je serais ruiné. » Sophie le regarda avec des larmes aux yeux, mais ne cédait pas. « Et qu'est-ce que ça change? Je suis toujours sans travail, sans assurance et avec ma sœur en risque. »« Je sais, » dit Jacques d'une voix brisée. « C'est pourquoi je ne reposerai pas jusqu'à ce que je répare. Je vais laver votre nom, Sophie. Je vais les exposer et prouver qui disait la vérité. » Elle secoua la tête. « C'est trop tard, je ne vous fais pas confiance. »« Alors ne me faites pas confiance, » répondit-il en s'approchant. « Faites confiance à ce que vous avez trouvé, aux documents, aux enregistrements. Faites confiance à ce que la justice existe. » Sophie resta silencieuse. Au fond, elle voulait le croire, mais la blessure de l'humiliation brûlait encore trop. Finalement, elle ouvrit la porte et pointa dehors. « Allez-vous-en, Jacques. Ma sœur a besoin de repos, et moi, je dois penser comment survivre sans cet emploi. » Il s'arrêta au seuil. « Ça ne s'arrête pas là. Je vais les démasquer et prouver que vous aviez toujours raison. » Sans obtenir de réponse, il sortit de l'appartement. La porte se ferma derrière lui avec un son qui semblait définitif. Jacques descendit les escaliers le cœur en miettes. Dehors, il resta un instant à regarder le vieux bâtiment où Sophie et Emma luttaient pour s'en sortir. « Le moins que je puisse faire est de les protéger, » pensa-t-il. Pendant les jours suivants, il se consacra à rechercher des façons de l'aider sans que Sophie le rejette. Finalement, il eut une idée, faire un don anonyme à l'hôpital où on soignait Emma. Il appela le docteur Dupont, le cardiologue qui suivait le cas. « Docteur, j'aimerais couvrir les coûts de l'opération d'Emma Martin, mais je ne veux pas qu'elle sache que l'argent vient de moi. Y a-t-il un moyen de le faire comme si c'était un programme d'aide médicale? » Le docteur garda le silence quelques secondes. « C'est inhabituel, mais il existe un fonds de dons anonyme. Si vous transférez l'argent, nous pouvons l'attribuer à une bourse médicale et la famille croira que c'est une aide du système. » Parfait. Combien de temps cela prendrait-il pour programmer l'opération si je fais le transfert aujourd'hui? Nous pourrions l'opérer la semaine prochaine? Faites-le, ordonna Jacques sans hésiter. Le même jour, il transféra les 220 000 €. Il sentit un soulagement immédiat, bien qu'il sache que Sophie ne pardonnerait pas facilement. 2 jours plus tard, Sophie reçut un appel inattendu. « Mademoiselle Martin, c'est le docteur Dupont. Nous avons d'excellentes nouvelles. Emma a été approuvée pour un programme spécial d'aide médicale. Son opération sera entièrement couverte. » Sophie resta muette. « Mais comment? Je n'ai rien demandé. » Parfois, les hôpitaux envoient des demandes automatiquement. L'important est que l'opération aura lieu mardi. Quand elle raccrocha, Sophie éclata en sanglots. Elle courut embrasser sa sœur. « On y est arrivé, Emma. Tu vas avoir ton opération. »« Vraiment? » murmura-t-elle avec des larmes aux yeux. « Oui, tout sera couvert. »
Elles s'étreignirent en pleurant de joie. Sophie pensait que c'était un coup de chance du destin, mais en réalité, c'était le geste silencieux de Jacques. Pendant ce temps, il reçut la confirmation de l'hôpital. En entendant que l'opération était programmée, il sentit une satisfaction qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Pour la première fois en jour, il dormit en paix. Cependant, il savait que le plus dur restait à venir, récupérer la confiance de Sophie et affronter Philippe et Isabelle. Le samedi après-midi, il décida de sortir la chercher. Il se rappelait qu'elle avait mentionné des jobs extra les week-ends. Il passa par des cafés, restaurants et petits bureaux de nettoyage jusqu'à ce que, au tomber du soir, il la trouve. Sophie nettoyait les vitres d'un cabinet comptable au centre de Paris. Vêtue simplement, avec les cheveux attachés en queue de cheval. Même dans ces conditions, elle transmettait de la dignité. Jacques attendit sur le trottoir jusqu'à ce qu'elle sorte du bâtiment. Il s'approcha avec prudence. « Sophie !» Elle s'arrêta surprise et visiblement agacée. « Vous me suivez maintenant? »« Non, bien oui, mais pas comme ça, je voulais vous parler. Nous n'avons rien à nous dire. Écoutez, je sais que vous ne me croyez pas, mais... » Jacques baissa la voix. « Je sais pour l'opération d'Emma. Je sais que l'hôpital vous a averti. » Sophie le regarda avec suspicion. « Et alors? Ça n'a rien à voir avec vous. C'était un programme d'aide médicale. L'important est que maintenant ma sœur aura une chance et je me réjouis plus que je ne peux l'expliquer. » Elle l'observa en silence, comme si elle essayait de déchiffrer s'il y avait quelque chose de caché dans ses mots. Finalement, elle soupira et se mit en route vers la station de métro. Jacques la suivit. « Juste 5 minutes, supplia-t-il. Laissez-moi vous parler. » Sophie s'arrêta net et lui fit face. « 5 minutes. Pourquoi? Pour que vous essayiez de vous justifier? » « Non, pour vous dire ce que je ressens. » Elle arqua les sourcils incrédule. « Je vous écoute. » Jacques prit une inspiration. « Ce n'est pas de la culpabilité, Sophie, c'est de l'admiration, du respect et quelque chose de plus que j'essaie encore de comprendre. Vous m'avez forcé à me regarder dans le miroir et à voir que je n'étais pas aussi courageux que je pensais. Vous avez risqué tout pour m'aider et je vous ai laissé tomber. Maintenant, je veux vous montrer que je peux être l'homme qui méritait que vous le défendiez. » Sophie le regarda froidement, bien qu'au fond, un léger tremblement lui traversa la poitrine. « Et qui voulez-vous être maintenant, Jacques? » Elle soutint le regard. « Je veux être quelqu'un digne du courage que vous avez montré. » Le silence s'étendit quelques secondes. Finalement, Sophie pointa un café au coin. « D'accord, 5 minutes. » Ils entrèrent ensemble, s'assirent près de la fenêtre et commandèrent 2 chocolats chauds. Jacques ouvrit sa mallette et sortit un dossier rempli de documents. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit-il en le posant sur la table. « Tout ce que j'ai découvert sur Philippe et Isabelle. » Sophie prit les papiers avec prudence et commença à lire. Sophie feuilleta les documents en silence. Chaque page confirmait ce qu'elle soupçonnait. Contrats falsifiés, transferts vers des comptes inconnus, emails où Philippe et Isabelle parlaient de la prise de l'entreprise comme d'un butin. « Ça, murmura-t-elle, le regard fixé sur les papiers, c'est pire que ce que j'imaginais. »« Oui, hocha Jacques. Ils prévoyaient de me laisser sans rien et vous ont sacrifié pour protéger leur plan. » Sophie posa les documents sur la table et le regarda sérieusement. « Que comptez-vous faire avec tout ça ? » « Les exposer. Je convoque une réunion avec le conseil d'administration et les principaux associés. Là, je montrerai toutes ces preuves. » « Seulement ça ?» demanda Sophie en fronçant les sourcils. « Ce n'est pas seulement ça, » répliqua Jacques. « C'est risquer tout en public, avec la presse et le conseil. Si je me trompe ou si quelque chose rate, je peux finir comme ils veulent, ruiné. » Sophie l'observa attentivement. Il y avait de la sincérité dans sa voix, bien que de la peur aussi. « Et vous espérez le faire seul ?» Jacques se pencha en avant. « Non, Sophie, vous avez encore les enregistrements, les photos, les preuves obtenues en secret. Si on les combine avec ce que j'ai trouvé, ils ne pourront pas nier. » Elle garda le silence, remuée par ces mots. Une partie d'elle voulait dire non, qu'elle avait déjà trop risqué. Mais une partie plus forte savait que si elle se taisait cette fois, Philippe et Isabelle gagneraient. « Si on fait ça, dit-elle enfin, ce sera aujourd'hui même. Ils soupçonnent. Plus le temps passe, plus probable qu'ils détruisent les preuves ou inventent un autre piège. » Jacques hocha la tête. « Aujourd'hui même. » « Alors je convoque le conseil à 14 heures. Et s'ils essayent de devancer ?
Ils devront facer la vérité, répondit Jacques fermement. Ils restèrent un moment en silence, chacun traitant le risque qu'ils allaient courir. Le café était presque vide, et dehors les gens marchaient sans imaginer l'ouragan qui s'approchait de l'entreprise la plus importante de Paris. « Sophie, dit Jacques en baissant la voix, je ne vous demande pas seulement votre aide comme témoin, je veux que vous reveniez avec moi à l'entreprise, mais pas comme employé de ménage. Je veux vous offrir un poste de vice-présidente des opérations. » Sophie s'étouffa avec le chocolat chaud. « Vice-présidente, vous plaisantez ? Vous avez l'expérience, la formation et surtout l'intégrité dont j'ai besoin à mes côtés. » Je suis, hésita-t-elle, je suis la femme que tous ont vue sortir escortée de l'auditorium, accusée de voleuse. Précisément pour cela, répondit Jacques, parce que vous savez ce que c'est de tout perdre, pour faire ce qui est juste. Personne mieux que vous pour m'aider à reconstruire ce que Philippe et Isabelle ont essayé de détruire. Sophie le regarda longuement sans répondre. Elle sentait ses défenses vaciller, bien qu'elle ne veuille pas l'admettre. « Laissez-moi y penser, dit-elle enfin. Jacques sourit. « Pensez-y autant que vous voulez, mais aujourd'hui j'aimerais que vous soyez avec moi dans cette salle. » Elle baissa le regard pensive. Elle savait que se confronter à Philippe et Isabelle serait dangereux, mais elle savait aussi que Jacques parlait avec une conviction différente, très différente, de l'homme qui était resté silencieux à l'auditorium des jours auparavant. Quand ils sortirent du café, ils avaient déjà décidé le plan. Ils rassembleraient toutes les preuves, les organiseraient en un fichier unique et les présenteraient devant le conseil d'administration et les associés de la compagnie. À 10 heures du matin, Jacques était dans son bureau en revoyant les derniers détails, quand la porte s'ouvrit brutalement. Philippe entra sans frapper. « Nous devons parler, dit-il d'un ton sec. Jacques se força à rester calme. « De quoi s'agit-il ? De tes petites enquêtes nocturnes. » Jacques sentit un pincement à l'estomac. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas, répliqua Philippe avec un sourire froid. Tu croyais que je ne remarquerais pas que quelqu'un a accédé à mes fichiers cryptés? Allons, Jacques, tu me connais. » Le cœur de Jacques battait fort, mais il garda un visage serein. « Je suis le directeur général, j'ai le droit d'accéder à n'importe quel fichier de l'entreprise. »« Oui, bien sûr, ton entreprise, » Philippe rit sarcastiquement. Pour l'instant, il sortit son téléphone et le posa sur le bureau. Sur l'écran, il y avait plusieurs photos. Jacques, entrant dans l'immeuble de Sophie, la rencontrant au café. Même le baiser qu'il s'était donné dans la rue la veille au soir. « Que signifie cela » demanda Jacques d'une voix filante. « Cela signifie que je peux te couler non seulement avec des preuves financières, mais aussi personnelles. Tu as utilisé des informations privilégiées pour contacter une ex-employée et même financer l'opération de sa sœur. »« Comment sais-tu pour l'opération » demanda Jacques, sentant son sang se glacer. « Allons, Jacques, tu croyais vraiment pouvoir bouger 220 000 € sans que je le remarque ?» Philippe se pencha vers lui avec un sourire venimeux. « Je peux le faire passer pour corruption, abus de pouvoir, ce que tu veux. » Jacques le foudroya du regard. « Tu es un monstre. »« Non, je suis un homme d'affaires. Toi, en revanche, tu es un naïf. » Philippe rangea le téléphone. « Je vais être clair. Annule cette réunion avec le conseil, détruis les preuves et signe le contrat aujourd'hui même. » « Et si je ne le fais pas ?» Philippe sourit malicieusement. « Alors Sophie et sa sœur découvriront comme il est facile d'avoir un accident à Paris. » Jacques serra les poings avec rage contenue. À ce moment, la porte s'ouvrit à nouveau. Isabelle entra avec son style impeccable, souriant comme si elle était à un défilé. « Bonjour Jacques », salua-t-elle avec une douceur feinte. « Je suis juste venue assister à ta reddition. » Elle s'assit sur l'accoudoir du fauteuil de Philippe et lui caressa les cheveux comme des associés et amants à la fois. « Vous ne vous en sortirez pas, dit Jacques fermement. « Nous l'avons déjà fait, répliqua Isabelle en sortant un dossier de son sac. « Voici tout ce dont nous avons besoin pour te couler. Email falsifié, supposé transfert que tu as fait à Sophie. Personne ne te croira. » Jacques feuilleta les papiers. Ils étaient parfaitement fabriqués, comme s'il avait utilisé l'argent de l'entreprise pour bénéficier Sophie en échange de faveurs. « C'est un montage. »« Oui, rit Philippe, mais dis-moi, qui le conseil croira-t-il plus ? Toi, qui t'embrasses avec une femme de ménage, ou moi, ton associé de toute la vie ?» Jacques les regarda avec fureur et dégoût. « Je ne me rendrai pas. » Philippe consulta sa montre. « Je te donne jusqu'à midi. Si tu ne signes pas le contrat, tout cela sortira au grand jour et ta chère Sophie, avec sa sœur, paieront les conséquences. »
Sur ces mots, tous deux partirent avec des sourires de victoire. Jacques s'effondra sur la chaise. Il sentait le monde s'écrouler sur lui. Il regarda le dossier avec les preuves falsifiées, puis les documents vrais qu'il gardait dans sa mallette. Deux versions de la réalité, une qui le sauvait et l'autre qui le détruisait. Le téléphone sonna. C'était Sophie. « Jacques, j'arrive au bâtiment, tout est prêt pour la réunion ?» Il ferma les yeux. S'il lui disait la vérité, il la mettrait en danger. « Il y a un changement de plan, » répondit-il d'une voix rauque. « La réunion est annulée. » Il y eut un silence de l'autre côté. « D'accord, ça sonne étrange. »« Je vais bien, juste des complications légales. »« Jacques, Sophie le notait bizarre. Vous êtes sûr ?»« Oui, on en parle plus tard. » Il raccrocha et enfoua son visage dans ses mains. Pour la première fois de sa vie, Jacques se sentait vaincu. Pendant ce temps, Sophie resta devant le bâtiment avec le téléphone en main et un terrible pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Faisons une autre blague pour ceux qui ne regardent que la boîte de commentaires. Écrivez le mot « pizza ». Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Continuons l'histoire. Sophie resta un moment devant le bâtiment avec le mobile encore en main. Le ton abattu de Jacques lui indiquait clairement que quelque chose clochait. Ce n'était pas le même homme déterminé qui, la veille au soir, avait promis d'affronter Philippe et Isabelle. Quelque chose le retenait. Elle respira profondément. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque couloir et chaque accès de service. Elle y avait travaillé 7 mois. Elle savait comment entrer sans être vue. À 21h, quand la majorité était partie, elle revint avec un sweat sombre et un petit sac à dos. Elle se faufila par l'entrée du sous-sol en utilisant un code d'accès qu'il changeait rarement. Elle monta par les escaliers de service jusqu'à l'étage exécutif. Elle savait exactement où aller, le bureau de Philippe. Si Jacques avait changé d'avis, c'était parce qu'on l'avait pressé. Et Philippe gardait toujours des preuves de tout. Elle poussa la porte avec prudence. À sa surprise, elle était qu'entrouverte. À l'intérieur, le bureau était rempli de dossiers en désordre, comme s'il était sorti précipitamment. Sophie commença à fouiller. Elle trouva des contrats falsifiés avec la signature de Jacques copiée, des documents bancaires manipulés et même des emails imprimés avec des phrases incriminantes. Elle prit des photos avec son mobile. Soudain, elle vit un porte-stylo étrange sur le bureau. Elle le souleva et découvrit que c'était en réalité un enregistreur numérique. Avec le cœur battant fort, elle l'alluma et vérifia les derniers fichiers. Le plus récent datait de cet après-midi. Elle le lança et entendit la voix de Philippe clairement. « Si tu ne signes pas, Jacques, Sophie et sa sœur subiront les conséquences. » Ensuite, la voix d'Isabelle sonna froide comme la glace. « Il n'osera pas nous défier. Il a toujours été un sentimental. » Sophie couvrit sa bouche d'une main. C'était la preuve qu'il leur manquait. Elle sauva l'enregistrement sur son téléphone et sortit prudemment du bureau. À 6h du matin, elle frappa à la porte de l'appartement de Jacques. Il ouvrit avec le visage fatigué, encore en peignoir. « Sophie, que faites-vous ici si tôt ? Je dois vous parler, c'est urgent. » Elle entra sans attendre la permission. Elle sortit son mobile, chercha le fichier et appuya sur Play. La voix de Philippe remplit le salon. « Si tu ne signes pas, Sophie et sa sœur subiront les conséquences. » Jacques se figea. Quand cela finit, il s'effondra sur le canapé. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Donc ils ont tout enregistré. Ils se sont incriminés eux-mêmes, » dit Sophie avec les yeux fermes. « Nous avons la preuve qui manquait. » Sophie. Jacques la regarda avec un mélange de soulagement et de remords. « Vous ne comprenez pas ce que cela signifie pour moi. J'étais prêt à sacrifier mon entreprise pour vous garder en sécurité, vous et votre sœur. » « Et cela aurait été inutile, » répliqua-t-elle. « Ils ne s'arrêteraient pas. Maintenant, nous devons les exposer avant qu'ils essaient quelque chose de pire. » Jacques hocha la tête pour la première fois en jour avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Alors on le fait aujourd'hui. Je convoque le conseil à 14h. Cette fois, ils ne pourront pas s'échapper. » La salle de réunion était pleine à cette heure. Il y avait tous les membres du conseil, plusieurs actionnaires importants et même des représentants de Bordeaux Corporation. Parmi eux, M. Durand, qui semblait intrigué par la tension dans l'air. Jacques prit la parole. « Merci à tous d'être venus avec si peu de préavis. Aujourd'hui, je dois clarifier la vérité sur la supposée fusion avec Bordeaux. » Philippe et Isabelle, assis au premier rang, se regardèrent avec des sourires confiants. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait se passer. « D'abord, continua Jacques, je veux vous présenter quelqu'un. » La porte s'ouvrit et Sophie entra d'un pas ferme vers l'avant. Un murmure parcourut la salle. Beaucoup se rappelaient qu'elle avait été licenciée publiquement pour espionnage. « Mademoiselle Sophie Martin, dit Jacques. Elle a été accusée injustement. Aujourd'hui, elle démontrera la vérité. » Sophie se plaça devant le micro.
Bonjour, je sais que vous me rappelez comme l'employé de ménage accusé de voler des informations. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer ce que j'ai vraiment trouvé. Elle alluma le projecteur et l'image apparut à l'écran, le contrat officiel de la fusion. Ceci est le document que tous avaient vu, expliqua-t-elle. Dedans, M. Leclerc conserve 65% du contrôle. Elle passa à la diapositive suivante. Et ceci est le vrai contrat, celui que Philippe Dubois et Isabelle Moreau essayaient d'introduire à la signature. Dedans, Jacques Leclerc reste avec seulement 15% du contrôle. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Philippe se leva agité. « C'est faux !» Sophie l'ignora et appuya sur play pour l'enregistrement. La voix de Philippe résonna fort. « Si tu ne signes pas, Sophie et sa sœur subiront les conséquences. » Le silence fut sépulcral. Puis des exclamations de surprise remplirent la salle. « C'était sorti de son contexte !» cria Philippe. Mais personne ne semblait le croire. Sophie passa à la preuve suivante. Transfert bancaire de millions d'euros sur le compte personnel de Philippe. Ensuite, un email d'Isabelle où elle disait « Avec Jacques hors du chemin, nous aurons le contrôle absolu ». Isabelle se leva indignée. « C'est illégal. Utiliser des enregistrements privés est un délit. » Monsieur Durand, représentant de Bordeaux, parla alors d'une voix grave. « L'illégal, c'est falsifier des contrats, détourner des fonds et planifier une escroquerie corporative. Bordeaux n'était pas au courant, vous avez sali notre nom. » Philippe tenta de s'approcher du pupitre, mais Jacques l'arrêta du regard. « 16 ans d'amitié, dit Jacques, d'une voix chargée de douleur. Et tout était mensonge. » À cet instant, la porte du fond s'ouvrit et entra l'inspecteur Rousseau avec 2 agents de la police financière française. « Philippe Dubois et Isabelle Moreau, annonça-t-il avec autorité, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie corporative, falsification de documents et menaces. » L'auditorium éclata en applaudissements quand les agents leur passèrent les menottes. Philippe se débattait en criant « Ça ne s'arrête pas là, Jacques, tu me le paieras !» Isabelle l'accompagnait avec un sourire amer. « Tu as toujours été trop faible, dit-elle à Jacques, tandis qu'on l'escortait dehors. C'est pourquoi tu n'as jamais rien mérité. » Jacques ne répondit pas. Il les observa seulement partir, sachant que enfin se terminait une étape sombre de sa vie. Sophie éteignit le projecteur et descendit de la scène. Quand leurs regards se croisèrent, Jacques sourit avec gratitude. Elle lui rendit le sourire, bien que timide, consciente que beaucoup de choses restaient à guérir. Des heures plus tard, avec le calme revenant à l'entreprise, Jacques et Sophie restèrent seuls dans la salle de réunion vide. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui, dit-il en s'approchant. « Ne me remerciez pas moi, répondit-elle. C'est vous qui avez pris la décision de montrer la vérité, sachant ce que vous risquiez. » Sophie, Jacques inspira, « Quand tout cela passera, je veux que vous reveniez. Pas comme employé de ménage, mais comme ce que vous êtes vraiment, une professionnelle brillante. » Elle le regarda surprise par la sincérité dans sa voix. « Je vais y penser, répondit-elle doucement. Pour la première fois en longtemps, Sophie sentit que peut-être, juste peut-être, elle pouvait à nouveau lui faire confiance. Cette nuit-là, Jacques sortit du bâtiment avec un mélange de fatigue et de soulagement. Paris continuait de vibrer comme toujours, avec ses rues pleines de lumière et de passants. Mais pour lui, tout avait changé. Il avait récupéré le contrôle de son entreprise, démasqué Philippe et Isabelle et, le plus important, lavé le nom de Sophie. Cependant, au fond, il tournait toujours autour d'une seule question. Lui ferait-elle à nouveau confiance ? 3 jours plus tard, Sophie était à l'hôpital accompagnant sa sœur. Emma se remettait de l'opération qui avait été un succès. La jeune fille, plus pâle que d'habitude, mais avec un sourire sincère, lui serrait la main. « Sais-tu ce que j'ai dit en premier au docteur quand je me suis réveillée ?» demanda Emma d'une voix faible. « Quoi ?» répondit Sophie en lui caressant les cheveux. « Que je voulais revoir les rues de Lyon avec toi quand je serai guérie. Tu te souviens ? Nous avons toujours rêvé de marcher ensemble sur le pont Bonaparte. » Sophie sourit entre les larmes. « Nous le ferons, je te le promets. » À ce moment, on frappa à la porte. Jacques apparut vêtu d'un costume simple, sans la rigidité des jours précédents. Il apportait un bouquet de fleurs. « Pardon si je dérange, dit-il doucement. Je voulais juste savoir comment elle va. » Emma sourit. « C'est le fameux Jacques dont tu parlais. » Sophie leva les yeux au ciel. « Emma, ne le nie pas, sœur. » Emma rit faiblement. « C'est évident qu'il se soucie de toi. » Jacques s'approcha du lit. « Je suis ravi de vous voir bien. Vous êtes forte comme votre sœur. » Emma lui serra la main. « Promettez-moi de prendre soin de Sophie. Elle s'occupe toujours de tout le monde, mais quelqu'un doit s'occuper d'elle. » Jacques la regarda sérieusement. « Je le promets. » Sophie l'observa en silence. Cette promesse ne sonnait pas vide ni forcée.
Cet après-midi même, Jacques invita Sophie à marcher sur la place de la Concorde. Le soleil descendait et la cathédrale gothique s'illuminait de tons dorés. La place était pleine de touristes, mais parmi tant de gens, il semblait dans un petit monde à part. « Pourquoi m'avez-vous amené ici » demanda Sophie curieuse. « Parce que cet endroit représente quelque chose pour moi. » Jacques s'arrêta et regarda la cathédrale. « Quand j'étais jeune et que je rêvais d'avoir une entreprise, je venais ici. Je m'asseyais sur les marches et pensais à tout ce que je voulais construire. Et maintenant, il la regarda, je me rends compte que le plus précieux que je peux construire n'est pas une entreprise, mais des relations qui soient vraies. » Sophie baissait les yeux émue. « Jacques, je ne sais pas si je peux à nouveau faire confiance. Ce qui s'est passé à l'auditorium m'a trop blessé. » Il hocha la tête. « Je comprends. Je ne vous demande pas d'oublier du jour au lendemain. Je veux juste vous montrer par des actes que je suis un homme différent de celui qui vous a laissé seul cette fois-là. » Ils restèrent en silence un moment, regardant la place pleine de vie. « Et si vous échouez à nouveau » demanda-t-elle à voix basse. « Alors, j'aurais perdu la plus grande opportunité de ma vie » répondit-il sans hésiter. « Parce que ce n'est plus seulement l'entreprise, Sophie, c'est vous. » Elle le regarda surprise. Pour la première fois en longtemps, elle sentit que les mots d'un homme n'étaient pas des promesses vides, mais un engagement réel. Pendant la semaine suivante, Sophie commença à travailler avec Jacques sur la réorganisation de l'entreprise. Pas officiellement au début, mais peu à peu, elle prit un rôle clé. Elle examinait les contrats, détectait des erreurs que d'autres ignoraient et proposait des stratégies pratiques. Les employés s'étonnaient de la voir dans les réunions exécutives, mais la plupart comprirent vite pourquoi Jacques l'écoutait avec tant d'attention. Elle avait une connaissance que peu pouvaient égaler. Un jour, après une longue réunion avec les actionnaires, Jacques l'arrêta dans le couloir. « Sophie, je dois vous faire une proposition formelle. » « Encore » plaisanta-t-elle. « Vous m'avez déjà offert la vice-présidence. »« Oui, et je maintiens, mais je ne veux pas que vous pensiez que je l'offre par gratitude, mais parce que vous le méritez vraiment. Les chiffres de cette semaine le prouvent. Grâce à vos ajustements, nous avons récupéré 12% des pertes. » Sophie le regarda incrédule. « Vraiment, vraiment ?» Il sourit. « C'est pourquoi je veux que vous acceptiez le poste. Comme vice-présidente des opérations, avec salaire et avantages complets et la liberté de prendre des décisions importantes. » Elle resta silencieuse quelques secondes. Elle se rappelait tout ce qu'elle avait traversé depuis nettoyer les couloirs de ce bâtiment jusqu'à être humiliée à l'auditorium. Et maintenant, Jacques lui ouvrait la porte à un avenir complètement différent. « D'accord, dit-elle enfin, j'accepte. » Jacques sourit largement. « Vous ne le regretterez pas. » La nouvelle se répandit vite dans l'entreprise. Sophie Martin, la femme injustement accusée, revenait mais cette fois comme vice-présidente des opérations. Certains s'étonnèrent, d'autres murmuraient dans son dos, mais la majorité l'accueillit avec respect. Le premier jour dans son nouveau bureau, situé juste à côté de celui de Jacques, Sophie s'arrêta devant la baie vitrée qui montrait une vue impressionnante de la ville. Elle n'avait jamais imaginé avoir un espace comme ça. Jacques entra sans frapper et s'appuya contre le cadre de la porte. « Que pensez-vous de votre nouvelle vue » Sophie sourit. « C'est encore dur à croire. »« Croyez-le, répondit-il. Vous avez gagné chaque centimètre de ce bureau. » Tous deux rirent doucement. Pour la première fois en semaine, Sophie se permit de sentir un peu de paix. Cette nuit-là, Jacques l'invita à dîner dans un restaurant face au canal Saint-Martin. L'endroit était illuminé de lanternes et le reflet de l'eau créait une ambiance presque magique. « Vous savez, » dit Jacques tandis qu'il tranquait avec du vin rouge, « j'ai toujours pensé que le succès c'était avoir plus d'argent et plus de pouvoir. Mais après tout ce qui s'est passé, je me rends compte que le vrai succès, c'est avoir quelqu'un en qui faire confiance. » Sophie le regarda sérieuse. « La confiance est facile à dire, mais difficile à récupérer. » « Je sais. » Jacques posa la coupe. « Je ne vous demande pas votre confiance complète maintenant. Je vous demande juste l'opportunité de la gagner. » Le silence se remplit de la musique douce de fond et du murmure de l'eau. Sophie respira profondément. « D'accord, une opportunité, mais rien de plus. » Jacques sourit reconnaissant. « Ça me suffit. » Quand ils sortirent du restaurant, ils marchèrent ensemble le long du canal. L'air frais de la nuit les enveloppait et les lumières reflétées dans l'eau semblaient des étoiles tombées. Jacques s'arrêta un instant et la regarda dans les yeux. « Sophie, puis-je vous demander quelque chose ? Dites, me permettriez-vous de vous embrasser ?» Elle le regarda surprise. Sa première réaction fut de détourner le regard, mais ensuite elle hocha lentement la tête. Jacques se pencha et l'embrassa doucement. Ce ne fut pas un baiser impulsif, mais un plein de calme, de promesses et de respect. Quand ils se séparèrent, tous deux sourirent avec une certaine timidité.
Ça complique tout, dit Sophie en essayant de plaisanter. Le meilleur de la vie est souvent compliqué, répondit Jacques. Ils marchèrent ensemble jusqu'au bout du canal, sachant que ce qui naissait entre eux allait au-delà d'une alliance professionnelle. Les jours suivants furent différents dans l'entreprise. Pour la première fois en longtemps, l'atmosphère était d'espoir. Les employés commentaient en murmures ce qui s'était passé au conseil. Comment Philippe et Isabelle étaient sortis menottés. Comment Sophie, que tous pensaient juste une femme de ménage, s'était confrontée à eux avec des preuves irréfutables. Certains doutaient encore, mais peu à peu ils commencèrent à la regarder avec respect. Ce n'était plus la femme au chariot de ménage, mais la nouvelle vice-présidente des opérations. Un matin, Jacques entra dans son bureau avec un sourire. « Sophie, je veux vous montrer quelque chose. » Il posa sur son bureau un rapport financier. Elle le parcourut avec attention et au fur et à mesure de la lecture, ses yeux s'ouvraient. « C'est réel ?» demanda-t-elle surprise. « Complètement » répondit Jacques. « Grâce au changement que vous avez proposé, nous avons récupéré 22% des pertes en seulement 2 semaines. » Sophie sourit sans pouvoir cacher la fierté. « Donc, ce n'était pas une folie ?» « Non, dit Jacques, c'était la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps. Vous écoutez. » Elle le regarda un instant en silence et tous deux comprirent qu'ils ne parlaient pas seulement d'affaires. Les après-midi, après de longues réunions, ils avaient l'habitude de marcher ensemble sur la terrasse du bâtiment d'où on voyait tout Paris. Une de ces fois, Sophie s'arrêta appuyée à la balustrade. « Je n'ai jamais pensé que je serais ici », confessa-t-elle. Quand je nettoyais ces couloirs, je rêvais d'occuper un bureau, mais ça semblait impossible. « Et maintenant » demanda Jacques. « Maintenant, je sens que chaque sacrifice en valait la peine. » Il la regarda avec admiration. « Sophie, vous n'occupez pas seulement un bureau, vous faites la différence. » Elle baissa les yeux rougissante. Une nuit, tandis qu'ils examinaient des documents dans le bureau de Jacques, il posa le stylo sur la table et l'observa. « Sophie, vous vous rendez compte de ce que nous avons construit ensemble en si peu de temps ? Je veux dire l'entreprise, bien sûr, clarifia-t-il, bien que sa voix porte une nuance différente. Mais aussi nous. » Sophie soupira. « Jacques, ce que je ressens est compliqué. J'aime être à vos côtés, je vous respecte, et bon, vous savez ce qui s'est passé. J'ai peur de faire à nouveau trop confiance et de sortir blessé. » Il se leva lentement et s'approcha d'elle. « Je comprends. Je ne vais pas vous presser. Je veux juste que vous sachiez que je suis là et que chaque jour qui passe, je vais vous démontrer que je ne suis pas l'homme qui vous a laissé seul à l'auditorium. » Elle le regarda fixement. Pendant quelques secondes, elle ne dit rien, mais ses yeux parlaient plus que 1000 mots. Le week-end, Jacques l'invita à sortir de la ville. Ils conduisirent jusqu'au lac d'Annecy, où l'eau reflétait les montagnes et les villas anciennes semblaient sorties d'un conte. Ils marchèrent le long du bord parmi des jardins et ruelles pavées. Sophie respira profondément. « Ça fait des années que je ne me suis pas sentie si en paix, admit-elle. »« Je suis content, dit Jacques. Vous méritez la paix et bien plus. » Ils s'assirent sur un ponton en bois avec les pieds au-dessus de l'eau. Le coucher de soleil peignait le ciel en tons orange et rose. « Sophie, dit Jacques d'une voix sérieuse, je veux que vous sachiez quelque chose. Peu importe le temps qui passe ni ce que disent les gens, je suis là pour vous et pour Emma, quoi qu'il arrive. » Elle le regarda avec les yeux brillants. Pour la première fois, elle commençait à croire que ce n'était pas juste des mots. Pendant ce temps, les conséquences du scandale se faisaient encore sentir. Philippe et Isabelle faisaient face à un procès, mais ils avaient laissé derrière des contrats dommageables et des fournisseurs irrités. Lors d'une réunion clé avec des associés internationaux, Sophie prit la parole. « Je comprends que vous ayez des doutes après ce qui s'est passé, dit-elle fermement, mais je vous assure que cette entreprise a de nouvelles bases plus transparentes et solides. » À la fin, les associés applaudirent. Jacques la regarda avec fierté. « Vous avez été brillante, lui dit-il à l'oreille en sortant. » Sophie sourit. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. »« C'est ce qui vous rend spécial, répondit-il. » Une nuit, après une journée particulièrement longue, Jacques l'accompagna jusqu'à la sortie. Le hall était vide, illuminé seulement par des lampes chaudes. « Envie d'un café ?» demanda-t-il. À cette heure, un café serait mortel, rit-elle, mais elle accepta une promenade. Ils sortirent dans la rue et marchèrent par les avenues tranquilles. Paris dormait, sauf pour quelques bars encore ouverts et le murmure lointain des voitures. À un moment, Jacques s'arrêta et la regarda sérieusement. « Sophie, je sais que vous ne me pardonnez pas encore complètement, et peut-être n'oublierez-vous jamais ce qui s'est passé. Mais croyez-vous qu'un jour vous pourriez me voir non seulement comme votre patron, mais comme quelqu'un qui veut vraiment dans votre vie ?
Elle le regarda surprise, sans savoir quoi répondre sur l'instant. « Je ne sais pas, confessa-t-elle honnêtement, mais je sais que ça me fait du bien d'être près de vous, et ça signifie déjà quelque chose. » Jacques sourit et tous deux continuèrent à marcher en silence, profitant simplement de la compagnie. Une semaine plus tard, Emma fut autorisée à sortir. Sophie la ramena à son nouvel appartement que l'entreprise lui avait assigné comme partie de son poste. Il était beaucoup plus spacieux et lumineux que l'ancien. « Sophie !» s'exclama Emma en voyant le salon. « C'est incroyable !» Sophie l'embrassa. « C'est notre nouveau départ. » À ce moment, on frappa à la porte. C'était Jacques avec une boîte en main. « J'espère ne pas déranger, j'ai apporté quelque chose pour fêter. » Dans la boîte, il y avait un gâteau avec l'inscription « Bienvenue à la maison Emma ». La jeune sourit émue. « Merci, monsieur Leclerc. Jacques, corrigea-t-il. Et ne me remerciez pas, le mérite revient à votre sœur. » Sophie l'observa en silence. Chaque geste, chaque mot abattait les murailles qu'elle avait érigées. Cette nuit-là, quand Emma dormait déjà, Sophie accompagna Jacques à la porte. « Vous n'aviez pas à apporter quoi que ce soit, dit-elle. »« Je voulais le faire, répondit-il. Vous et votre sœur méritent de vous sentir chez vous. » Ils restèrent quelques secondes en silence, trop proches l'un de l'autre. Jacques baissa la voix. « Sophie, je ne sais pas si c'est le moment, mais ce que je ressens pour vous, je ne peux plus le taire. » Elle le regarda avec le cœur accéléré. « Jacques !» Il se pencha, mais s'arrêta à centimètres de ses lèvres. « Je ne vous embrasserai pas si vous ne voulez pas. » Sophie hésita à peine un instant avant de fermer les yeux et s'approcher. Ce fut un baiser tendre, plein d'émotions contenues. Quand ils se séparèrent, elle sourit timidement. « Ça change beaucoup de choses. »« Seulement les améliore, répondit-il en lui caressant le visage. Pour la première fois, Sophie cessa de résister et se permit de croire en lui. Le lendemain, au bureau, les employés notèrent quelque chose de différent. Jacques et Sophie partageaient des regards qui parlaient plus que n'importe quel discours. Personne ne disait rien, mais tous savaient qu'une nouvelle étape commençait, non seulement pour l'entreprise, mais pour eux deux. 2 mois passèrent depuis cette nuit où Sophie et Jacques cessèrent enfin de cacher ce qu'ils ressentaient. La vie à l'entreprise avait complètement changé. Avec la chute de Philippe et Isabelle, le conseil d'administration fit pleinement confiance à la nouvelle direction, et peu à peu, les chiffres leur donnèrent raison. Sophie, maintenant officiellement vice-présidente des opérations, avait gagné le respect de tous. Ses décisions stratégiques avaient amélioré les bilans et renforcé la réputation de la compagnie. Mais le plus important était qu'elle avait apporté un air nouveau: transparence, humanité et proximité. Un vendredi après-midi, tandis qu'elle examinait des rapports dans son bureau, Jacques entra avec 2 tasses de café. « Il est temps d'une pause, dit-il, en posant une tasse sur le bureau. Sophie sourit. « Le directeur général ne devrait-il pas donner l'exemple en travaillant sans arrêt ? » « Le vrai exemple est de savoir quand se reposer, répondit-il, en s'installant sur la chaise en face. Ils se regardèrent en silence quelques secondes, profitant de la complicité qu'ils avaient construite. Ils n'étaient plus seulement patron et vice-présidente, ils étaient compagnons, associés et quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus nier. Cette nuit-là, Jacques la mena dans un restaurant en haut de la ville. Depuis la terrasse, on voyait Paris illuminé, avec la cathédrale brillante au centre comme un joyau. « Vous rappelez-vous ce que vous m'avez dit au lac d'Annecy » demanda-t-il pendant le dîner. « Quelle chose » demanda Sophie intriguée. « Que vous aviez peur de faire à nouveau trop confiance ?» Elle baissa le regard. « Je le pense encore. » Jacques étendit la main et la posa sur la sienne. « Sophie, la confiance ne se demande pas, elle se gagne chaque jour, et je veux la gagner toute la vie. » Elle le regarda avec les yeux brillants. Elle ne répondit pas avec des mots, mais son sourire suffit. Quelques semaines plus tard, l'entreprise organisa un événement spécial pour célébrer le nouveau cap. Les employés étaient réunis dans une salle élégante. Jacques monta sur scène et devant tous dit « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la récupération de l'entreprise, mais aussi le courage de ceux qui ont osé dire la vérité. » Il se tourna vers Sophie qui était parmi les invités. « Grâce à elle, nous sommes ici, et je veux annoncer officiellement que Sophie Martin est notre vice-présidente des opérations. » La salle éclata en applaudissements. Sophie monta sur scène et serra la main de Jacques. Il profita du moment pour lui murmurer « Ce n'est que le début ». Elle sourit émue. Après l'événement, ils restèrent seuls sur la scène vide. Jacques s'approcha, nerveux, avec une petite boîte en main. « Sophie, il y a quelque chose que je veux vous demander depuis longtemps. » Elle le regarda surprise. « Qu'est-ce que c'est »
Jacques ouvrit la boîte et montra une bague simple, élégante, avec un diamant discret qui brillait sous les lumières. Sophie, quand vous êtes entrée dans ma vie, je pensais que c'était juste une voix qui m'avertissait d'une erreur, mais vous êtes devenue ma partenaire, ma sauveuse, mon amie et la femme que j'aime. Elle porta les mains à la bouche avec des larmes aux yeux. Jacques, je ne veux pas imaginer un avenir sans vous. Voulez-vous m'épouser ? Sophie resta silencieuse quelques secondes qui parurent éternelles. Puis elle hocha la tête avec un sourire tremblant. Oui, oui, je veux. Jacques l'embrassa fort et l'embrassa sous les lumières de la scène vide. C'était comme si tout ce qu'ils avaient souffert les avait menés à ce moment. Le jour du mariage fut simple, mais beau. Ils choisirent la serre du jardin d'une villa communale à Paris, entourée de fleurs et avec un groupe réduit d'invités. Emma, complètement remise de son opération, fut la demoiselle d'honneur et ne cessait de sourire. Quand Sophie marcha vers l'autel avec une robe blanche simple et élégante, Jacques sentit qu'il ne pouvait respirer. Elle le regardait avec tendresse et dans ses yeux, il n'y avait plus trace des doutes passés. « Je promets de te soigner, de te respecter et de marcher à tes côtés en tout, » dit Jacques dans ses vœux. « Et je promets de ne jamais me taire quand je vois la vérité, même si c'est difficile, » répondit Sophie avec un sourire complice. « Je promets d'être avec toi dans chaque bataille et chaque victoire. » Ils s'embrassèrent parmi les larmes et les applaudissements. La vie continua son cours. Jacques et Sophie, maintenant mariés, partageaient non seulement la direction de l'entreprise, mais un foyer plein d'amour. Emma vivait avec eux pour un temps, se remettant complètement, et de temps à rappeler en riant « Si ce n'était pas parce que ma sœur a osé parler cette fois-là, rien de tout cela ne serait arrivé. » Elle avait raison. Tout avait commencé avec un murmure au moment exact. Un après-midi, marchant ensemble sur le pont Bonaparte à Lyon, Jacques prit la main de Sophie et dit « Te rends-tu compte de ce que nous avons construit ?» Elle le regarda tendrement. « Oui, et cette fois ce n'est pas seulement une entreprise, c'est une vie ensemble. » Jacques se pencha et l'embrassa, tandis que le soleil descendait sur le Rhône, illuminant le pont d'un éclat doré. L'histoire de Sophie et Jacques resta comme un exemple pour tous dans la compagnie, de courage, d'intégrité et de comment un petit geste peut tout changer. Ce qui commença comme un avertissement murmuré devint un amour profond et une vie partagée. Et bien qu'il reste des défis, ils les affronteraient ensemble, convaincus qu'aucune trahison ni obstacle ne pouvait vaincre ceux qui agissent avec la vérité et le cœur. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Dites-nous quelle partie était votre favorite et notez cette histoire du 0 à 100. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner au canal et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Et si vous en voulez plus, cliquez ici sur l'écran pour voir une autre histoire émouvante qui vous plaira. À bientôt dans la prochaine!